Contentieux et électoral, que comprendre ou comment comprendre la rectification en erreur matérielle? Nous recevons pour vous sur ce plateau un juriste, aussi politique, mais ici c'est sous la casquette d'un juriste. Avec lui, il va certainement nous éclairer sur ce que l'on appelle par erreur matérielle. Bienvenue, Monsieur Placide. Merci beaucoup, cher Jean-David Kilolo. Voilà, on a vu beaucoup de réactions dans la classe politique après les contentieux électoraux au niveau de la Cour constitutionnelle. Plusieurs politiciens ont saisi cette Cour en erreur ou en rectification d'erreurs matérielles. Alors, on aimerait beaucoup plus savoir, c'est quoi d'abord l'erreur matérielle? Merci beaucoup de la question qui a assez pertinence. Vu l'actualité et le contexte de ces derniers jours. Mais avant que je réponde à votre question, je vais commencer par évoquer un adage latin qui dit « ubi societas ibi ius ». Cela signifie tout simplement que là où il y a la société, il y a les droits. On peut dire en large que la société est née avec les droits, les règles, n'est-ce pas, ou les lois. Les droits en soi existent pour créer les limites, n'est-ce pas, sur le comportement des individus. S'il faut que je revienne à votre question, une erreur matérielle, contrairement à ce qui se trame dans l'opinion, n'est pas à confondre à un examen sur le fond, n'est-ce pas, d'un dossier. Cela signifie tout simplement que les recours, n'est-ce pas, en erreur matérielle concerne la forme plutôt, n'est-ce pas? On peut aller plus loin s'il faut que l'on donne les détails. Cela peut se rapporter, se rallier à la morphologie, n'est-ce pas, ou à un problème dans la transcription, par exemple, d'identité d'un candidat ou d'un candidat proclamé élu, de sa circonscription électorale, ainsi de suite. Alors, voilà. Maintenant, l'erreur matérielle, est-ce que ça pourra avoir l'incidence sur les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle? En tant que technicien du droit, je ne pense pas qu'il y ait de probables incidences. Pourquoi? D'abord, si on peut évoquer l'article 168 de la Constitution, n'est-ce pas? Selon les prescrits de cet article, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. N'est-ce pas? Donc, l'erreur matérielle ou les recours en rectification d'erreur matérielle en soi ne consistent pas à revoir la décision du juge ou à corriger, à revenir sur les arrêts de la Cour constitutionnelle. Il consiste plutôt, n'est-ce pas, à transcrire, à transmettre les données relatives à telle ou telle autre identité d'un candidat proclamé élu. Donc l'erreur de nom, par exemple? Par exemple, au fait, c'est ce que je suis en train de dire au Alors, mais là, pourquoi cet engouement des politiciens qui veulent déposer le recours en erreur matérielle ou en rectification d'erreur matérielle? Je ne sais pas, cela s'expliquerait exactement par quoi, mais en essayant de suivre les réactions des uns des autres, je pense tout simplement qu'il s'agit d'une mauvaise habitude qui a pris place, surtout dans notre classe politique. Cette tendance de voir la politique s'y mixer dans les affaires judiciaires, n'est-ce pas? Cette tendance de voir les politiques vouloir influencer les décisions de la justice. Je pense que c'est ce qui expliquerait ce comportement ou ces tendances-là. Oui, en fait, puisqu'on parle d'erreurs matérielles, alors, pour vous, tantôt, est-ce que la Cour est vraiment astreinte à pouvoir établir une chambre spéciale pour corriger ces erreurs? Elle serait obligée de le faire si cela était
prévus par la loi, n'est-ce pas? Mais lorsque vous parcourez la Constitution elle-même, vous pouvez parcourir la loi numéro 013, n'est-ce pas? 013/026 du 15 octobre 2013 portant l'organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Cette loi ne prévoit aucune possibilité, n'est-ce pas, d'instituer une telle instance ou une telle chambre. Parce que si tel était le cas, la disposition de la loi aurait prévu, n'est-ce pas, les mécanismes, la compétence de cette chambre spéciale. Oui, mais cela n'existe pas. Mais ça existait ici, en RDC. Il y a une jurisprudence lors des élections de 2019. Ah, vous faites allusion à la jurisprudence de 2018. Voilà, 2018-2019. Parce qu'on a vu, il y a eu certains candidats qui ont passé une nuit à la Belle Étoile devant la Cour constitutionnelle. Ah, mais ils peuvent s'en inspirer. Cher David Kilolo, vous savez, il y a l'ignorance, c'est un problème qui peut conduire à la mort. La jurisprudence en soi, c'est l'une des sources, n'est-ce pas, des droits. Il s'agit en réalité d'une décision de la justice, antérieure au fait. C'est ça la jurisprudence. Mais cette jurisprudence, cette décision rendue par un tribunal ou une cour doit être conforme à la loi. Lorsque une jurisprudence ou une décision antérieure était prise, en violation de la loi, je ne trouve pas l'opportunité de s'y référer ou d'évoquer cela. Donc pour vous, c'était une jurisprudence qui était contraire à la loi. Celle de 2018-2019, où on a vu des députés qui ont été invalidés par la CENI, validés par la Cour, et puis d'autres encore invalidés. C'est-à-dire qu'il y a eu deux instances au niveau de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas seulement que cela découlait d'une mauvaise interprétation de la loi, mais dans les sociétés plus avancées que la nôtre, les juges de la Cour constitutionnelle seraient arrêtés. Ils seraient arrêtés. Ils seraient arrêtés parce que la loi ne prévoit pas une telle instance. Et je vais vous donner une révélation assez macabre. Peut-être vous ne le sachiez pas. En 2018, les arrêts n'avaient pas été modifiés en soi, mais on avait rallongé le nombre des élus. On a rallongé? Oui, au lieu de 500 élus, 500 députés nationaux, en réalité, il y avait eu un surplus de 30 qui ne siégeaient pas. Et ils étaient payés? Ils étaient payés, supportés par les trésors publics, mais ne siégeaient pas. Ils ne siégeaient pas. Oui. Alors maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce que ceux qui déposent les recours en rectification d'erreurs matérielles, dans leur tête, ils sont en train de voir que c'est un autre degré de juridiction au niveau de cette Cour? C'est un rêve, oui. Et il n'est pas interdit à quelqu'un de pouvoir rêver. Mais en tant que juriste, je ne trouve pas la possibilité. Alors si aujourd'hui... Je ne trouve pas la possibilité légale. Et ceux qui déposent là, c'est qu'ils ont la certitude. Ceux qui déposent la rectification en erreur matérielle, c'est qu'ils ont la certitude qu'ils seraient exaucés. Il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu qu'il n'y ait pas le cas d'erreur matérielle véritablement. Il n'est pas exclu. Mais cela ne doit pas être confondu avec le fait pour certains députés recalés de s'attendre qu'ils soient repris en annulation de la décision de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est une très mauvaise compréhension du droit. Alors maintenant, aujourd'hui, on a vu dans des réseaux sociaux, on a annoncé que la Cour devrait installer cette chambre spéciale. Tout d'un coup, il y a eu un revirement. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces revirements? C'est que la Cour aurait été saisie par le bon sens. Jusqu'à preuve du contraire, il s'agit des allégations des médias sociaux. Mais vous êtes journaliste, vous pouvez vérifier au niveau de la Cour constitutionnelle.
cette chambre n'existe pas, jusqu'à preuve du contraire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ça ne pourra pas exister. À mon avis... Est-ce qu'elle pourrait exister, cette chambre spéciale? À mon avis, elle ne peut pas exister. Donc, il n'y a pas une loi par rapport à ça? Oui, parce qu'elle n'a aucun fondement légal. La seule raison, elle ne peut pas exister. Et donc, pour exister, il faut revoir la Constitution, dans ce sens. La Constitution, oui, mais aussi la loi organique que j'ai évoquée, la loi de 2013, qui est relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle, parce qu'en fait, la Cour constitutionnelle tire son soubassement de la Constitution. Mais la Constitution ne donne pas les détails liés à aux modalités de fonctionnement, liées aux modalités de la procédure devant la Cour constitutionnelle. Il y a une loi organique qui existe, qui a été promulguée en 2013 par l'ancien président de la République. Oui, en fait, vous êtes aussi politique. On pourra aussi toucher un tout petit peu de la politique, mais vous êtes là. Est-ce que votre regroupement a été satisfait des arrêts de la Cour constitutionnelle? Nous en sommes bénéficiaires, évidemment. Mais mon analyse n'est pas basée sur le fait, n'est-ce pas, que l'organisation auquel j'appartiens a été bénéficiaire. Nous sommes en train de dire le droit, n'est-ce pas? Le droit, c'est le fondement de toutes les sociétés normales. Nous sommes tout simplement en train de dire le droit. Alors, vous êtes en train de dire le droit, et aujourd'hui, à l'allure où vont les choses, la Cour constitutionnelle, votre analyse par rapport à ce qui s'est passé dès les débuts du processus électoral jusqu'au contentieux et même à l'invalidation de certains, même au niveau des élections sénatoriales qui s'annoncent très bientôt, au niveau aussi des élections des gouverneurs. Le processus... Parce qu'ici, vous parlez aussi en tant que praticien du droit. C'est dans ce cas. En effet. Le processus électoral en soi a suivi son cours normal. Parce que la loi organique sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle indique qu'il revient à la Cour de donner les résultats définitifs. Donc, il n'est pas exclu que la Cour puisse redéfinir ou revoir la décision de la Commission électorale nationale indépendante, n'est-ce pas? Parce que c'est l'instance habilitée à corriger l'éventuelle erreur commise par la Commission électorale nationale indépendante. Et il était normal que la Cour constitutionnelle puisse faire son travail, reconnu par les lois de la République, en revenant sur certaines décisions prises par la CENI, n'est-ce pas, pour invalider certains et remettre dans leur droit ce qu'il fallait qu'ils soient là. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Placide, surtout de votre passage, pour certainement nous éclairer, parce que beaucoup de nos téléspectateurs voulaient certainement avoir une lumière sur ça, sur la rectification en erreur matérielle au niveau de la Cour constitutionnelle après les contentieux. Vous permettrez que je puisse conclure cette réflexion. Il faut dire ceci, M. David Kilolo, si le politique parvenait à influencer la Cour constitutionnelle jusqu'à la mise en place d'une commission spéciale, une chambre spéciale, oui. Voici les conséquences. Allez-y. Cela va porter atteinte aux principes essentiels, fondamentaux, les principes fondamentaux d'une république sérieuse, notamment le principe de la séparation de pouvoir, qui veut à ce que le pouvoir exécutif fasse son travail comme cela est décrit par les lois de la République, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et la deuxième conséquence, cela risque de porter atteinte
à l'indépendance de la justice et nous serons dans une sorte d'insécurité parce que dans un pays où les lois, n'est-ce pas, ne sont pas respectées, où l'indépendance de la justice n'est pas garantie, personne n'est à l'abri du danger. Voilà un peu les derniers mots que je voulais dire. Je vous remercie de votre invitation. Voilà, merci, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50.